Merci Emma aussi pour les instructions là, sur comment l'enregistrer. OK, bon matin tout le monde. Donc, on va commencer comme qu'on est à l'heure. On a une présentation avec un petit groupe ce matin, fait que s'il te plaît, n'hésitez pas à m'arrêter, poser des questions. Je ne pourrai pas voir le chat durant la présentation, fait que s'il y a des questions, quelqu'un peut m'arrêter ou n'hésitez pas à prendre votre micro là, puis interrompre. Vraiment, c'est ce qui fait la richesse dans ces discussions-là, comme qu'on a beaucoup de trucs à se partager entre nous. Je vais vous présenter ce matin sur la performance sous pression. C'est un sujet que j'ai eu la chance de présenter à différents groupes sur différentes versions aussi, mais je veux vous assurer que ce matin, vous avez tous et toutes la meilleure version de la présentation. Et évidemment, c'est ce que je dis à tous les groupes quand je présente sur le sujet. Avant de se lancer dans le sujet, je veux vous amener à réfléchir. À réfléchir à une réanimation ou une situation de haute pression qui ne s'est pas passée exactement comme qu'on le voulait, où la performance était sous-optimale. Pour moi, j'ai inscrit l'image ici d'une équipe qui court à l'étage parce que ça me rappelle souvent les codes à l'étage. Puis quand je repense aux codes à l'étage, des fois qui se passent moins bien ou que je ne suis pas trop satisfait de ma performance, tu sais, la médecine est pareille à l'étage. C'est les mêmes 5H, c'est les mêmes 5T de l'arrêt cardiaque, il y a autant d'embolies pulmonaires. Fait que la raison que ça se passe moins bien dans mon expérience, c'est pas une question de notion médicale ou est-ce que j'oublie un peu les causes de l'arrêt cardiaque. C'est surtout tout ce qui l'entoure. Le stress qui est plus haut, la communication qui est plus difficile, l'équipement qu'on est moins familier avec, c'est où. Puis c'est ces autres causes-là que je veux vous parler en dehors des connaissances en médecine, souvent pour moi qui est le facteur limitant pour la performance. Puis en fait, dans le même ordre d'idée, on pense souvent aux connaissances médicales. C'est ce qu'on passe la plupart de notre temps à faire dans notre formation médicale et notre formation continue. Le nombre d'articles lus, les nombres de livres qu'on a révisés, le nombre de temps qu'on passe à réviser ou à peaufiner nos connaissances, il est très important. Et avec raison aussi, c'est important aussi. Mais je veux argumenter ici que dans notre formation et l'offre de formation continue, on passe très peu de temps, par contre, à penser comment intégrer cette information-là ou la mettre en application, ou aussi être capable de performer sous le stress pour être capable d'exécuter sous pression quand ça compte. Puis c'est avec ça que je veux vous amener le sujet qu'on va parler aujourd'hui. Donc, regardez à travers la lentille du Cognitive Load Theory, comment améliorer notre performance sous le stress. Ensuite, on va bâtir là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut optimiser notre physiologie pour la performance. Puis finalement, j'ai 3 sujets au choix qu'on va pouvoir y aller là, selon les choix du groupe. On peut essayer de toutes les passer. Je ne pense pas qu'on va avoir assez de temps. Vous pouvez me mettre au défi d'essayer de parler encore plus vite que d'habitude, ce que je vais essayer de faire. Là, mais malgré ça, je pense qu'on va avoir à choisir et qu'on ne pourra pas tout faire. Bon, avant ça, d'où est venu mon intérêt pour parler de ce sujet-là? C'est beaucoup de connaissances que j'ai eu la chance d'apprendre durant le fellowship à Queen's. Ça fait que je veux souligner d'abord l'excellent fellowship, l'excellent programme qu'eux ont mis en place. Mais d'habitude aussi, quand que je me suis dit, pourquoi est-ce que je veux poursuivre un peu là, mes connaissances là-dedans, c'est après, suite à plusieurs réanimations en situation de haut stress qui ne se sont pas passées de manière optimale. Puis je me suis dit, hey, ça serait donc bien le fun d'être capable d'améliorer mes connaissances pour être capable de prendre soin de ces patients-là qui sont en état critique. C'est enfin comprendre comment bien réanimer un cœur droit en défaillance. Ou enfin comprendre ou voir quelque chose quand Kayetum me dit que mon patient en choc septique, il a une valvulopathie avec des végétations sur la valve. Jamais capable de rien voir, mais je me disais, écoute, si je fais ce fellowship-là, je vais enfin être capable de comprendre ces choses-là puis de suivre. Mais là, le fellowship commençait. Puis dans les premières semaines, il y avait une présentation fort intéressante sur le directeur du fellowship en tant que tel qui présentait un article que lui et son équipe avaient publié sur le Cognitive Load Theory. Puis ça, cette présentation-là, le schéma ici, là, ça n'a rien de short que changer ma vie. En fait, je l'ai même tatoué à quelque part sur mon corps, mais Vincent m'a dit que c'était pas en keeping avec le professionnalisme de tordu qu'on essayait d'avoir de vous le montrer. Fait que je ne vous montrerai pas mon tatou aujourd'hui, mais je veux quand même passer du temps à parler du Cognitive Load Theory. Ici, on voit qu'on a une mémoire de travail, Working Memory Resources, qui est une boîte limitée. À l'intérieur de cette boîte, vit le ICL, Internal Cognitive Load, et le ECL, External Cognitive Load. Internal Cognitive Load, c'est tout ce qui est en lien avec la tâche qu'on essaie de faire.
comprendre pourquoi le patient devant nous est en détresse respiratoire, appliquer l'oxygène, etc. Le external cognitive load, c'est tout ce qui est aux alentours. Est-ce qu'on a eu une chicane avant de rentrer à notre corps? Est-ce qu'on est en attente d'un scan pour un patient qui a un ventre critique, qu'on pense qu'il y a peut-être un viscus de perforé? Est-ce qu'on a un ECG à signer, etc., etc. Ensemble, le internal cognitive load et le external cognitive load occupent notre mémoire de travail. Puis plus que notre expertise augmente, plus qu'on est capable de réduire l'espace qu'occupent ces boîtes afin d'avoir des ressources disponibles pour être capable de manager l'équipe, la communication, donner la direction au bateau, etc. Quoique l'objectif du cours, c'était de parler de l'importance du Cognitive Load Theory pour développer notre expertise, bâtir des schèmes, puis améliorer notre mémoire de travail pour qu'on ait plus de ressources disponibles en rapetissant la taille des boîtes. Moi, ce qui m'a surtout frappé ici, c'était de voir comment on passait très peu de temps à parler d'émotions, stress, d'incertitude, parce que c'est très important, comme que ça occupe une grande partie de la boîte de Internal Cognitive Load. Puis c'est de là qu'est parti mon intérêt pour essayer de me pencher un peu plus sur comprendre la physiologie de comment optimiser notre performance sous le stress. Alors parlons-en. C'est vraiment au cœur du sujet d'aujourd'hui, performance sous pression. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez aujourd'hui, c'est la respiration. Parce que je pense que c'est une des tactiques les plus simples à appliquer, qu'on peut tous utiliser dès notre prochain camp. C'est pour ça qu'on va commencer la présentation avec ce sujet-là. Il ne fallait pas une étude pour le comprendre, mais on l'a fait quand même. On sait que chez des apprenants qui font une simulation de réanimation, si on amène leur stress au-delà d'un niveau bénéfique, c'est-à-dire qu'on tombe en distress ou un stress négatif, ça occupe plus de place au niveau de leur cognitive load, comme qu'on a vu dans la petite boîte du internal cognitive load. Et ça va être associé avec une performance qui est détrimentale, une moins bonne performance à cause de leur load cognitif. Le modèle ou le cadre conceptuel qui explique ça, c'est important, c'est celui du Yerkes-Dodson Curve. On voit ici que notre performance suit une courbe en U inversée. C'est-à-dire, si le niveau de stress ou de arousal est très bas, mais on ne sera pas assez stimulé. Puis là, effectivement, la performance va en souffrir, elle ne sera pas optimale. Quand une tâche est à un stress de niveau optimal, là, on est firing on all cylinders, si on veut, puis la performance est à son meilleur. Mais quand on arrive avec un stress qui est trop important, au-delà de ça, la performance va diminuer encore aussi à cause du stress et de l'anxiété ou le distress, le stress négatif qui est occasionné, qui est causé par cela. La thématique de la droite de la courbe de Yerkes et Dodson, où est-ce que la performance est diminuée, c'est un concept qui est aussi exploré dans le Cognitive Load Theory. C'est ce qu'on appelle le helmet fire, quand que les boîtes de internal cognitive load et de external cognitive load dépassent notre mémoire de travail, dépassent nos capacités dans le moment. C'est important de souligner que dans ces deux modèles-là, ils font illusion ou allusion à ce concept-ci parce que je pense qu'il est important à connaître. Tactique numéro 1 pour ce matin. Name it to tame it. C'est important de reconnaître quand que se présente ce helmet fire pour être capable de développer ou utiliser les techniques qu'on va parler dans le reste de la présentation pour le mitiger. Pour les gens plus juniors ou avec moins d'expérience, je pense que c'est important de réaliser qu'il va y avoir des moments dans notre carrière, si on ne l'a pas déjà vécu, où est-ce que le stress prend le contrôle. On sent la gorge serrée, difficulté à parler. Ça peut nous arriver dans des situations de haut stress, puis c'est normal, mais il faut savoir le reconnaître pour ensuite savoir comment dealer avec. Pour les gens dans la salle qui ont un peu plus d'expérience, on sait souvent, puis on a déjà développé des tactiques, des stratégies pour être capable de dealer avec ce stress-là comme qu'on l'a vécu. Par contre, une chose que je me rends compte, c'est qu'on devrait être capable aussi de voir des signes plus subtils de stress qui se bâtissent. C'est-à-dire, si on porte un peu plus attention à notre niveau de stress de base, on peut sentir des fois qu'on devient un peu plus irritable, qu'on a un peu plus de difficulté à se concentrer. Pour moi, ça peut arriver à quelque part mi-point dans le corps, quand que je me rends compte qu'il y a beaucoup de réévaluation à faire, beaucoup de choses un peu qui traînent dans ma tête, puis je peux sentir le niveau de stress qui commence à monter quand je me rends compte que j'ai plus de difficultés à me concentrer et à déterminer les dispositions ou les plans de match pour les patients. Et ce que je veux souligner pour les gens d'un peu plus d'expérience, c'est que si on commence à porter attention à cela, on peut commencer à mitiger la réponse au stress qui peut devenir négatif avant qu'on arrive à un full-blown helmet fire, où est-ce que ça va être beaucoup plus difficile à gérer à ce moment-là, mais tout de même important de le faire. Bon, c'est bien beau, Steve, name it to tame it, mais une fois qu'on a reconnu ce stress-là, qu'est-ce qu'on fait avec? Le stress qu'on vit, souvent, il vient de notre système nerveux autonomique. Puis on a longtemps pensé que c'est un système nerveux qui n'est pas sous notre contrôle volontaire. On ne peut pas changer notre fréquence cardiaque, notre tension artérielle, la quantité de catécholamine qu'on relâche dans notre sang de manière volontaire. Par contre, ce qui est volontaire, c'est notre respiration.
Puis, qu'est-ce qui est intéressant de la respiration, c'est que c'est non seulement quelque chose qui est sous notre contrôle volontaire, mais c'est aussi quelque chose qui a un impact sur notre système involontaire, de fait que la respiration peut aussi être involontaire. Donc, c'est un bon pont, si on veut, entre une action volontaire qu'on peut utiliser, puis qui peut aussi mitiger notre réponse au stress de notre système nerveux involontaire. Quand on parle de respiration, le plus fréquent qu'on voit dans les écrits, ça vient d'ailleurs d'une étude même qui est publiée puis applicable à la médecine d'urgence, c'est le fameux box breathing. Le box breathing, c'est une technique qu'on utilise pour ramener l'attention à la respiration, puis on espère améliorer notre physiologie quand on est un peu trop stressé, que le niveau de stress est un peu trop haut pour être capable de se ramener à une zone optimale pour performer. On va faire un exemple ensemble pour voir un peu là, comment on vit ça. Si vous voulez, installez-vous bien, essayez de relâcher les épaules, mettez-vous dans une position confortable. Vous pouvez ouvrir ou fermer les yeux si vous voulez, sauf si vous conduisez, fermez pas les yeux si vous conduisez, je ne vais pas être responsable de votre accident sur la route. Puis on va y aller. Fait qu'on est en position confortable, on respire pour 4 secondes dans 3, 2, 1, 2, 3, 4. Pause pour 4 secondes, 3, 4. Expire. 2, 3, 4. Et pause pour 4 secondes. 2, 3, 4. En virtuel, je n'ai pas la chance d'apprécier vos réactions. Mais quand on fait ça en personne, souvent on voit l'atmosphère dans la salle changer un peu. Tout le monde se sent un peu plus relax, on voit des sourires apparaître sur les lèvres des gens parce que ça a souvent un effet relaxant de faire les respirations comme ça. Maintenant, le box breathing, peut-être pas tout à fait applicable à notre contexte en médecine d'urgence, du moins dans tous les cas. Je me rappelle d'un cas où est-ce que les nurses sont venus me chercher pour un patient. On dit on a besoin d'un doc rapidement à REA2. Puis effectivement, en rentrant dans la salle, là, le patient n'avait pas de l'air trop bien. J'ai senti mon niveau de stress monter. Puis la première chose que j'ai faite, box breathing. Donc je suis rentré dans la salle, je me rappelle, le nurse, le RT me regardait, puis j'ai fait puis une apnée de 16 secondes. Vous comprendrez que ma réaction a un peu inquiété mes collègues qui ont dit Steve, sais-tu quoi? Tu n'as pas besoin de voir ce patient-là. Tu peux te rasseoir, on va aller chercher un autre doc. Fait que finalement, c'est pas moi qui ai réanimé ce patient-là. Puis je pense pas que c'est à cause que le box breathing a fonctionné. Mais là, je blague, mais vous comprendrez que, en fait, de faire une apnée de 16 secondes, ça ne se porte pas toujours bien à nos situations où est-ce que rapidement, il faut quand même être capable de communiquer puis d'initier la réanimation, donner un sens à l'équipe, donner les ordonnances, etc. Quand on se penche un peu plus sur la physiologie du box breathing, on s'aperçoit que l'importance est surtout dans le tonus vagal qui augmente, et ça arrive durant la phase expiratoire et la pause expiratoire. L'inhalation, en fait, a des effets cardiovasculaires qui vont augmenter le tonus ou inhiber le tonus vagal. Fait que c'est pas ici que le bénéfice se passe. Donc, on peut passer essentiellement d'un box breathing à surtout une respiration où est-ce qu'on fait juste faire une expiration prolongée et une pause expiratoire prolongée. Et ça se porte mieux à notre situation de réanimation parce qu'on ne fait pas une apnée de 16 secondes, mais plutôt on fait que expiration un peu prolongée, encore une fois avec une pause encore plus prolongée que je suis encore en train de maintenir. Puis on peut faire ça en communiquant, en commençant déjà à donner des ordonnances, donner une direction à l'équipe aussi. Fait que c'est pas vraiment un moment de 16 secondes où est-ce qu'on est un peu en train de faire notre respiration sans trop réagir à ce qui se passe autour de nous. La physiologie de la respiration, c'est important. Mais au-delà de la physiologie de la respiration, puis des effets cardiovasculaires, ce qui est aussi important, c'est qu'une fois qu'on commence à prendre conscience de notre respiration, l'attention est amenée vers la respiration. Et ça, en soi, ça va aider aussi avec le stress, peu importe les effets cardiovasculaires. C'est un peu une pratique de pleine conscience, de mindfulness si on veut, où est-ce que l'attention qui peut être distribuée à « Oh mon Dieu, la situation est sévère, ça va pas trop bien, ah, je me rappelle pas c'est quoi mon algorithme pour telle ou telle présentation », shift vers juste se concentrer à 1, 2 respirations. Puis ça en soi aussi, c'est très puissant pour être capable d'amener un reset au niveau mental pour ensuite être capable de performer à notre meilleur. Pour les gens dans la salle, avec un peu plus d'expérience, je veux aussi vous amener à réfléchir à l'importance de la respiration durant les transitions de soins durant une même réanimation. Je m'explique. Il y a quelques années déjà, notre équipe avait été envoyée en évacuation aéromédicale pour aller aider à stabiliser, réanimer un jeune bébé, un prématuré, puis le retransférer vers un centre tertiaire à Montréal. Ça va sans dire que pour moi, puis aussi je pense pour le reste de l'équipe, c'est une situation à très haut stress.
Donc, on est parti de l'aéroport de Québec, va aller jusqu'à une petite communauté au nord qui s'appelle Puvernituck pour atterrir puis travailler avec l'équipe locale pour stabiliser puis réanimer le bébé. Puis on a eu la chance de se préparer, utiliser beaucoup des trucs de stratégie tactique qu'on a parlé aujourd'hui, puis qu'on va parler aujourd'hui pour bien se préparer. Puis heureusement, je pense que notre mental était dans un bon endroit quand on est rentré pour initier la réanimation. Puis effectivement, ça se passait très bien, étant dans un bon endroit mental pour initier la réanimation, jusqu'au moment où est-ce qu'on est passé à l'intubation. Puis j'étais un peu surpris parce que je pensais que les choses se passaient bien puis que j'étais dans un bon headspace. Mais ce que je me suis aperçu, c'est qu'une fois que j'ai pris la lame pour intuber, ma main tremblait tellement que je n'étais pas capable d'avoir un bon contrôle moteur pour passer à l'intubation. Ça aurait vraiment nuit à ma capacité à effectuer le geste. Heureusement, parlant un peu de respiration, comme qu'on vient de discuter, j'ai eu la chance de me retourner vers le derrière de la salle. C'est là qu'il y avait le reste de l'équipement de Airway, prendre quelques respirations, me ressaisir, puis ensuite me mettre dans un bon headspace pour être capable de faire l'intubation. Mais ça m'avait quand même pris par surprise. C'est juste en réfléchissant par la suite à ce qui s'était passé, puis j'étais un peu mêlé parce que je pensais que j'étais dans un bon headspace, mais je me suis rendu compte que ça ne marchait pas du tout pour l'intubation, que je suis tombé sur ce graphique-ci dans une lecture. Puis les chiffres ne sont pas importants ici, mais que ce que je veux souligner, c'est que notre physiologie optimale varie selon les demandes de la tâche. Je m'explique. Quand on est dans un rôle de leader cognitif, en fait, on veut que notre drive sympathique soit un peu plus élevé. C'est un U-stress ou un stress positif. Parce que ce stress positif-là va faire en sorte que notre prise de décision va être plus rapide, notre temps de réaction va être plus rapide, l'information sensorielle qu'on est capable de capter va être optimisée aussi. Fait que dans le fond, c'est bénéfique d'avoir du stress dans ces situations-là pour être capable de prendre ces décisions-là plus rapidement d'un point de vue cognitif. Par contre, comme que j'ai vécu durant le cas que je vous ai raconté, quand on doit shifter d'un rôle de leader cognitif à un rôle d'opérateur qui doit effectuer un geste moteur, notre motricité fine va en souffrir à ce même niveau-là. Alors, quoi qu'on peut être dans une zone optimale pour l'idée, pour être capable de fonctionner à un niveau cognitif, gardez en tête qu'il se peut que comme leader, si vous avez à sortir de votre rôle pour effectuer un geste moteur nécessitant de la motricité fine, ça se peut que votre drive sympathique qui était optimal pour l'idée soit trop grande pour être capable d'effectuer le geste moteur. Pour moi, souvent, dans mon expérience, ça me fait penser aux intubations avec du petit équipement, donc nouveau-né, pédiatrique, mais aussi tout ce qui est faire du Seldinger avec des lignes centrales, etc. Plutôt rare qu'on a à faire ça, mais c'est vraiment là que je me rends compte que, ouf, les mains tremblent un peu trop, alors que je pensais que j'étais dans un bon headspace pour l'idée le cas. Donc, encore une fois, pour les gens avec un peu plus d'expérience, ce que je veux souligner ici, c'est garder en tête qu'il y a une possibilité que quand vous shiftez d'un rôle de leader à un rôle d'opérateur, à avoir à effectuer des gestes avec un contrôle moteur plus fin, il se peut que vous ayez à prendre ces respirations-là. Puis, soyez pas au dépourvu ou surpris si ça vous arrive, comme c'était le cas pour moi, mais attendez-vous à ce que ça arrive, puis sachez comment le faire avec les tactiques de respiration qu'on vient de voir. Je vais prendre une pause ici. Dans mon expérience, c'est toujours intéressant d'ouvrir la discussion aux gens dans la salle parce que tout le monde a des trucs un peu différents par rapport à la respiration. Fait que je suis curieux de savoir s'il y a des gens avec qui ça résonne, qu'est-ce qu'on vient de discuter, s'il y a d'autres trucs ou s'il y a des choses que vous faites différemment. Salut Steve. Excellent point. On en a déjà parlé un petit peu dans le passé, puis pour moi, quand j'ai trouvé un peu le stoïcisme et un peu l'applicabilité là, à l'urgence d'être stoïque. Puis une des choses là, moi, que j'ai trouvé pour la respiration, c'est entre les cas. Fait que tu parles en dedans d'un cas, mais moi, entre les cas, après une grosse réanimation, après une interaction difficile avec famille, patient, quand j'arrive à ma piano, certains vont voir ça, quand j'arrive à mon siège, je prends une respiration tu sais, un peu un box breathing une fois pour faire le vide, reset, puis recommencer, ou même avant la documentation, quand je pense que je suis encore pas dans le bon headspace, cette respiration-là. Puis ça, c'est quelque chose qui est arrivé euh, euh, un peu spontanément. Tu sais, j'y pensais pas, mais je trouvais que ça me permettait de transitionner. Puis après ça, quand j'ai lu là-dedans, je me disais, ah ben oui, il y a il y a des données derrière cette pause-là ou ce reset-là pour se remettre dans un bon endroit. Fait que c'est bien de voir que c'est basé sur quelque chose et pas juste par chance. C'est super cool, Frank. Merci de partager. Puis, je trouve ça cool aussi que
tu as trouvé cette tactique-là pour l'utiliser avant d'arriver au Helmet Fire qu'on parlait plus tôt. Puis de les faire en sortant d'une réanimation ou entre les cas aussi, je pense que ça permet juste de toujours accroître un peu le load cognitif que tu peux tolérer en gardant in tune ou in check ton système nerveux autonomique, puis en pensant à la respiration avant que ça soit comme, oh mon Dieu, tu sais, la panique durant le gros cas de réanimation, mais plutôt quelque chose que tu fais continuellement à travers le corps. On va enchaîner donc avec quelques autres petits trucs de performance sous pression. On va parler de mantras ou self-talk et de cognitive reframing. Marie-Pierre, Steve, Marie-Pierre laisse avait aller. un point. Oh, excuse Marie-Pierre, vas-y, ouais. Allô, Steve. C'était rien de super important, mais je voulais juste dire que moi aussi, j'utilise le box breathing. Ça fait plusieurs années, ça fait presque 10 ans que j'ai appris ça. Puis, en fait, je me rends compte que je l'utilise maintenant sans même m'en rendre compte. Tu sais, mettons, je vais être dans l'auto ou comme si d'écrire mes notes ou faire mes réévaluations. Puis, je me rends compte que je l'utilise. Ça m'aide vraiment à baisser mon. Tu sais, si j'ai des palpitations ou que mon cœur va pas vite, ça baisse vraiment mon. Puis je trouve que ça marche super bien, puis tu as pas besoin d'en faire beaucoup. Des fois, c'est juste un cycle, des fois, c'est 2, 3 cycles, puis je le fais sans m'en rendre compte. Fait que je pense que c'est une méthode qui est facile à adopter puis qui marche super bien. Ah, c'est tellement cool, Marie-Pierre. Je pense que aussi, c'est important qu'est-ce que tu soulignes, parce que je pense qu'une grande partie de la respiration qui fait que c'est bénéfique, c'est aussi que ça nous met dans un bon mindset de par nos expériences antérieures. Fait qu'on va en revenir quand on va parler de self-talk et de mantras, mais je pense qu'une autre richesse de la respiration, c'est qu'une fois qu'on voit que ça nous amène dans un bon headspace, peu importe les effets cardiovasculaires, je pense qu'on l'associe juste à des wins. Puis quand on commence à le faire intuitivement, quand on sent le stress monter puis que ça nous remet dans un bon mindset, on continue à bâtir là-dessus de ah oui, c'est vrai, quand je fais cette respiration-là, après ça, je suis good to go. Puis on bâtit sur la confiance que ça nous amène de faire le geste. Donc, mantras et cognitive reframing. Fait qu'on revient à notre graphique de Yerkes et Dodson ici. Puis on se rappelle que l'axe des X, où est-ce qu'on a parlé de arousal, ou en d'autres mots, quand que le stress il est trop grand, en fait, on peut le décortiquer en deux variables. Ici, on se penche sur les études sur le flow. Puis à ça, on redoit le crédit à un chercheur tchèque qui a observé que le flow était en fait basé sur deux variables distinctes, qui, selon moi, composent le arousal de Yerkes et Dodson. On parle ici du skill level, c'est-à-dire nos habiletés, puis du challenge level, c'est-à-dire c'est quoi l'obstacle ou le geste à accomplir devant nous. Puis on voit comment que l'équilibre entre le skill et le challenge peut nous amener dans une situation de flow. Pour ceux et celles qui ne sont pas familiers avec le flow, on parle d'une zone de performance optimale, souvent décrit dans le milieu sportif, où est-ce que tout ralentit un peu, puis que la bonne réponse nous paraît évidente, on sent que tout fonctionne, everything goes our way. Mais on voit comment que quand que le challenge level est trop élevé pour notre skill, on peut tomber un peu dans l'anxiété, le hyper-arousal ou le côté de droit de la courbe. Puis quand que le skill level est trop haut pour le challenge, ben là, on trouve ça un peu plate, on est un peu apathique, très relax, pas encore une fois dans une zone optimale. Et ce que je veux souligner en parlant des deux variables de skill et de challenge, c'est qu'elles sont en fait dynamiques. Puis ça, c'est peut-être pas évident à première pensée, mais je vais vous expliquer ce que je veux dire par cela. Un exemple très évident que notre skill level est dynamique, pensez pour ceux et ceux dans la salle comment on s'est senti après avoir manqué une intubation. Le lendemain, après qu'on a manqué une intubation, on devrait se dire qu'en théorie, notre habileté ne peut être que mieux. Parce qu'en fait, non seulement on a notre même bagage technique, mais on a aussi l'expérience d'avoir eu une situation où ça n'a pas bien fonctionné, duquel on a appris quelque chose, on espère. Mais par contre, je peux vous dire de mon expérience, souvent le lendemain, quand on a manqué une intubation puis qu'on a besoin d'en refaire une ou une situation qui se développe, qui est similaire, on sent que notre skill level, en fait, il est plus bas. C'est pas parce qu'il l'est en réalité, c'est parce que le skill level est dynamique. Encore une fois, c'est tout entre les deux oreilles. Même chose, si on reste dans la thématique de l'intubation, par rapport au challenge level. Une intubation endotrachéale, c'est une intubation endotrachéale. Par contre, je peux vous dire que je ressens beaucoup moins de challenge de faire une intubation à Montfort, en plein jour, avec 2-3 de mes collègues autour dans la salle de réanimation, même si c'est moi qui fais l'intubation, que si je pense à un endroit plus isolé en communauté ou au niveau de dans un avion, où est-ce qu'on sent qu'on est plutôt isolé, puis que c'est nous avec l'équipe immédiate qui doit réussir à sécuriser le airway, puis qu'on ait le plan ABC. Encore une fois, même geste, mais le niveau de stress pour performer exactement le même geste va varier parce que entre les deux oreilles, le challenge level a changé selon le contexte.
Si vous croyez donc que ces variables sont dynamiques, comme j'ai essayé de vous l'illustrer, on peut voir comment on peut utiliser des tactiques cognitives pour optimiser notre skill level perçu et le challenge level perçu pour optimiser notre performance sous stress. OK. Comment est-ce qu'on peut jouer sur notre skill level perçu? Avec ce que je vais vous présenter comme étant du positive self-talk. Il faut faire attention parce qu'on a une voix interne, puis elle n'est pas toujours positive, cette voix-là, si vous êtes comme moi. Par contre, on peut prendre le contrôle un peu sur ce qu'on choisit d'écouter de cette voix-là, puis qu'est-ce que cette voix-là dit pour la rendre plus positive, surtout dans les moments où est-ce que ça compte. J'aime beaucoup ici l'analogie que j'ai entendue par rapport à la course à pied, où est-ce que quelqu'un avait dit que 90% of running is mental and the rest is just in your head. Puis je pense que ça se porte bien souvent à la médecine d'urgence aussi. Pour le positive self-talk, voici ce que je vous propose. Trouvez une phrase ou un geste que vous pouvez utiliser au moment où est-ce que ça compte pour vous remettre dans un bon mindset. Ça peut être quelque chose que vous utilisez déjà, qui est associé avec des wins. Tu sais, Marie-Pierre, tu nous parlais de la respiration. Je pense que quand tu retombes dans ton patron de respiration, à cause que tu l'utilises aussi à l'extérieur de la médecine ou dans d'autres situations, mais ça fait en sorte que quand tu l'utilises aussi dans la salle de réanimation, ça ramène tous ces wins-là de « Ah oui, c'est vrai, quand je respire, je passe de hyper-aroused à optimal, good to go ». Même chose avec la phrase ou le petit geste qu'on peut faire qui nous ramène un peu dans ce winning mindset-là pour shifter notre mindset rapidement pour nous amener dans une zone optimale. Pour moi, une phrase que j'aime beaucoup, c'est Breathe and Believe, le titre de la présentation. Ça, j'ai entendu la première fois dans un podcast de deux skieurs qui parlaient d'une course qu'ils faisaient en ski de randonnée alpine. Puis ça m'a vraiment fait rire parce qu'il était toute une histoire vraiment comique. Puis en fait, quand que je me redis cette phrase-là, non seulement ça me rappelle de respirer puis d'avoir confiance en mes capacités, mais ça m'amène un peu un petit sourire toujours parce que je repense au podcast puis les deux gars qui m'ont bien fait rire aussi. Fait que ça rend le mood un peu plus léger, ça détend l'atmosphère, puis pour moi, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup. Fait que c'est pas long, c'est juste quelque chose qu'on peut se dire rapidement, mais souvent le mindset shift qui est associé peut être assez important. Pour l'autre variable, au niveau du challenge level, on peut utiliser ici une tactique en psychologie cognitive qui appelle le cognitive reframing. C'est de revoir une situation perçue comme difficile ou challenging pour un peu l'adapter puis la revoir autrement. Concrètement, ça ressemble à quoi? Bon, ici, je vous donne quelques exemples de cognitive reframing que moi j'utilise, mais le plus important ici, c'est de vous-même faire l'exercice. Fait qu'après la présentation d'aujourd'hui, une chose que je vais vous amener à faire, c'est penser à du cognitive reframing, de situations que vous voyez comme un défi au-delà ou quelque chose qui génère un stress qui est négatif. Puis voyez comment vous pouvez le reframer pour être capable de performer optimalement, si on veut, puis diminuer votre niveau de stress. Fait que revenons aux exemples concrets. Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, longtemps, j'ai aimé les gens qui ne parlent pas de difficult airway, mais de challenging airway. Parce que je pense que les mots qu'on utilise autour d'une situation vont framer comment on va se sentir dans la situation. Donc, déjà là, je pense que ça, c'est important. Puis, quand on parle de airway, en fait, ça peut être stressant ou générer du stress de dire comme oh mon Dieu, ça a l'air d'une intubation difficile, il faut que je sois capable de passer le tube entre les cordes vocales, ventiler le patient, etc. Mais en fait, c'est du quoi? Non, c'est pas vrai. Tout ce qu'il faut faire, c'est un épiglottoscopie. Puis ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir la bouche, insérer la lame midline, suivre la langue jusqu'à la base, puis trouver l'épiglotte. Tout le monde, l'épiglotte se situe à la base de la langue. Puis ça, c'est juste la première étape, évidemment, pour l'intubation ou une combinaison de quelques étapes. Mais pour moi, personnellement, ça m'aide à calmer la situation de dire, OK, j'ai pas besoin de voir le patient intubé sur le ventilateur dans 5 minutes. Oh mon Dieu, comment on va se rendre là? Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est scissor, ouvre la bouche, rentre la lame midline, suit la langue jusqu'à la base. C'est là que se situe l'épiglotte. Puis à partir de là, good to go, on passe aux prochaines étapes. Un autre exemple de cognitive reframing, l'arrêt cardiaque. Tellement de choses à faire, tellement de choses qui se passent, beaucoup de situations dynamiques où que la situation évolue rapidement, fait que ça peut devenir aussi overwhelming. Par contre, quand on passe en arrêt cardiaque, c'est quoi la première chose à faire? CPR de qualité, puis ventilation au besoin. Des fois, dans les débuts de l'arrêt, c'est même pas nécessaire, ça peut être repoussé un peu plus tard. Puis là, je ne veux pas faire un cours de BLS à CLS ici, mais quand on pense que l'arrêt cardiaque en entier peut être décomposé à, écoutez, c'est quoi, la première étape, c'est de s'assurer qu'on a un bon BLS. Ah, ben là, c'est pas trop pire. C'est quoi, je suis capable de faire ça. Assurer qu'on a des bonnes compressions, assurer que la ventilation se fait 32 au besoin. Après ça, cette respiration, good to go. C'est quoi la deuxième étape, le deuxième island, si on veut? Ah oui, ACLS. Qu'est-ce qui compte dans la CLS? Livrer le choc opportun au bon moment. On va regarder voir si c'est un rythme choquable. Puis on voit comment une situation hyper complexe peut être déconstruite en étapes qui nous paraît très atteignable. Du moins pour moi, dans ces situations-là. Donc, on a parlé, puis j'ai partagé
quelques trucs et astuces pour moi pour m'aider avec le self-talk puis le cognitive reframing pour les situations qui sont un défi. Mais ce qui est surtout important, c'est d'amener la réflexion vous-même. Parce que vous-même, vos schèmes cognitifs vont peut-être individuels. Puis ce qui nous apporte un stress, distress qui est négatif, va être différent pour chacun d'entre nous et nous tous. Puis c'est pour ça que c'est important, je pense, à la lumière de la présentation d'aujourd'hui, de travailler un peu sur quelque chose qui va vous aider en termes de votre self-talk, mais aussi de penser aux situations qui vous génèrent un stress négatif pour voir comment on peut les décomposer ou les reframer pour être capable de performer adéquatement ou optimalement sous pression. Ce sujet-là introduit aussi le reste de la présentation, ce que je veux vous parler, basé sur le ITSO Matrix. Parce qu'en fait, ce que je vous ai parlé au début en termes de respiration, ça se pratique ou, excuse-moi, ça se fait dans le moment, durant la réanimation. Même chose pour le reframing puis le self-talk, mais ça se pratique beaucoup à l'extérieur de la réanimation. C'est-à-dire en l'utilisant dans des situations à l'extérieur de la médecine d'urgence puis de la réanimation. C'est là qu'on va l'optimiser pour l'utilisation in the moment. C'est ça qui introduit le modèle ici, le ITSO Matrix, que moi j'ai entendu parler en premier de Dr. Dworkis, qui est un médecin d'urgence, une personnalité fantastique. C'est lui qui a créé le Emergency Mind Podcast, où est-ce qu'il déconstruit la performance sous stress en parlant à différents professionnels de différents milieux. Puis dans ce modèle de ITSO Matrix que j'aime beaucoup, il classe ces différentes stratégies et tactiques-là selon des choses qu'on peut faire au niveau individuel, I, T pour les équipes, teams, S pour structurel ou organisationnel, puis on and off the X. Voulant dire, est-ce que c'est des choses qu'on fait dans le moment ou est-ce que c'est des choses qu'on pratique à l'extérieur? Puis pour revenir à ce qu'on disait, le breathing, le cognitive reframing, le positive self-talk, c'est toutes des choses qu'on fait dans le moment, mais c'est des choses qu'on bâtit pour connaître du succès dans le moment, à l'extérieur de l'hôpital puis de l'urgence. Puis on l'utilise dans d'autres contextes pour que ça soit good to go, prêt à utiliser quand ça compte. Je prends une pause ici parce que pour le reste de la présentation, parmi les 3 sujets ici, je vous laisse le choix. Fait qu'on peut parler de overlearning pour les gestes moteurs, de développement de schèmes cognitifs à travers le Cognitive Load Theory ou de l'utilisation de la caféine pour optimiser la performance durant nos corps cliniques. Je vais regarder, il est quelle heure. Écoute, je vais essayer de parler vite. Je ne pense pas qu'on va avoir la chance de faire les 3 sujets, peut-être 2 sur 3. C'est pour ça que je vous laisse choisir au cas où on n'a pas la chance de tout couvrir. Caffeine, caffeine, caffeine. Parfait, excellent. Caféine en premier. Excellent choix. Quelque chose que j'aime beaucoup moi-même aussi. OK, parfait. Fait que caféine. Fait qu'on va parler de l'utilisation de caféine pour la performance. Je pense que c'est quelque chose qui est étudié, puis regardé beaucoup dans d'autres domaines à l'extérieur de la médecine. Mais curieusement, il n'existe pas tant de littérature au niveau de l'utilisation de la caféine en médecine pour savoir c'est quoi les bénéfices, les risques, puis comment on devrait l'utiliser. Un mot sur la physiologie avant qu'on parle de performance. Ce qui nous rend fatigués, en fait, c'est 2 systèmes principaux. Il y a évidemment notre cycle circadien qui varie dans la journée, mais le deuxième process qui nous rend fatigués, c'est l'accumulation d'adénosine qui contribue au sleep drive. Puis ça l'augmente continuellement plus que la journée avance. C'est pour ça qu'on sent une fatigue accumulée, surtout en fin de journée. Comment fonctionne la caféine? La caféine, c'est un stimulant qui excite le système nerveux central, le cerveau aussi, puis il se lie au même récepteur que les molécules d'adénosine. Vous comprendrez que s'il se lie au lieu de l'adénosine sur ce même récepteur-là, ça va inhiber l'action de l'adénosine qui bâtit le sleep pressure, puis qui est la fatigue aussi, parce que l'adénosine, en fait, ça ralentit la conduction électrique ou l'activité nerveuse ici. Là, maintenant, oui, j'ai dit adénosine qui contribue à la fatigue, mais si vous voulez vous endormir le soir, là, la solution, c'est pas de vous donner des IV push d'adénosine comme en ACLS, c'est un peu différent ici. La caféine, comme tout outil, ça a des bénéfices et des risques. C'est ce que je veux qu'on explore aujourd'hui pour être capable d'individualiser notre approche à la caféine puis s'assurer qu'on s'en sert de manière optimale pour nous. Ici, je vous mets avec le code QR une revue sur les shift workers, donc très applicable à nous en médecine d'urgence, qui démontre les bénéfices et les risques de caféine, mais qui nous montre qu'en fait, le ratio est inconnu. Puis, effectivement, je pense que c'est difficile de faire des blanket statements sur l'utilisation de substances comme la caféine pour tout le monde. Puis, l'objectif dans les prochaines minutes, ça va être de voir comment est-ce qu'on peut individualiser l'utilisation pour l'optimiser pour nous. Quand on pense d'abord aux effets bénéfiques, on pense à ce que la caféine nous rend plus vigilants, plus éveillés, ça va améliorer notre performance. Puis évidemment, les effets néfastes, on l'a tout vécu si on a bu un peu trop de café proche de l'heure du dodo, on a de la misère à tomber endormi, puis ça impacte notre sommeil. Il y en existe d'autres bénéfices et risques, mais je pense que c'est les principaux, puis c'est ceux qu'on va couvrir aujourd'hui.
Première chose sur laquelle je veux attirer votre attention, j'ai longtemps pensé que la caféine, c'est toujours bon puis bon pour tout le monde parce que c'est un stimulant. Fait que si on est fatigué, prendre de la caféine, la performance va s'améliorer. Oui, il y a des effets secondaires qui sont différents pour tout le monde, mais tout le monde va en bénéficier, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas tout à fait le cas. Ici, il faut sortir de la littérature de la médecine d'urgence parce qu'on n'a pas de littérature sur cela, mais on peut se pencher vers le monde sportif des athlètes parce qu'ici, il y a beaucoup plus de données sur la caféine. Puis, ça confirme un peu mes pensées, où est-ce que souvent, je pensais que la caféine ne faisait qu'améliorer la performance. Puis on voit ici dans le monde du cycliste qu'effectivement, une dose de caféine, améliorait le temps d'un contre-la-montre ou la performance de ces cyclistes-là dans cette épreuve. Par contre, d'autres études fort intéressantes ont en fait démontré que la caféine améliorait la performance pour certains, mais dans ces études-là était peut-être caché un sous-groupe de population pour qui la caféine nuit à la performance. Donc la caféine n'a aucun effet bénéfique, ça fait que nuire. Puis, en regardant un peu plus en profondeur, ils sont aperçus que c'était en lien avec le génotype des cyclistes ou des personnes qu'ils étudient. Ça, c'est intéressant, parce que je pense que ça veut dire qu'il faut individualiser notre approche à la caféine, puis pas tout le monde va en bénéficier. En fait, il faut comprendre notre génotype, c'est-à-dire notre ADN, les gènes qu'on a, les différentes paires d'ADN, comment ils codent pour certains gènes, c'est différent entre nous tous. Il y a des petites différences, puis ça fait en sorte que certaines personnes peuvent bénéficier de la caféine, puis d'autres, comme dans l'étude précédente, vont peut-être avoir des effets détrimentaux. Je ne pense pas que la génétique est importante ici. On peut savoir, en fait, si ça vous intéresse, qu'on peut regarder certains gènes comme le CYP1A2, qui est pour le métabolisme de la caféine. Puis on voit les gens qui sont AA à ce niveau-là, sont des fast metabolizers, puis c'est eux qui ont le bénéfice en performance au niveau des cyclistes. Alors que les gens qui sont un CC ou un slow metabolizer, c'est pas juste de dire qu'ils ont un impact plus grand sur le sommeil, mais c'est de dire que même leur performance est affectée de manière négative par la caféine. Mais dans mon expérience, pour le peu de gens avec qui on a regardé ça, les gens, peu importe leur résultat génétique, le savaient déjà un peu. Ils n'étaient pas surpris d'apprendre qu'ils étaient CC. Ils disaient, ouais, moi, la caféine, là, ça ne marche pas pour moi, ça ne fait pas vraiment mon affaire. Évidemment, ici, je vous ai présenté des études de cyclistes. Vous allez me dire, Steve, on est pas mal loin de la médecine d'urgence. Mais voici le point que je veux souligner ici. C'est surtout de dire que faites pas comme moi l'erreur de penser que c'est un stimulant, donc c'est bon pour tout le monde, pour la performance. En fait, certains gens, ça va probablement leur nuire. Puis ce que je veux attirer votre attention ou vous faire retenir de ça, c'est pensez pas que la caféine, c'est nécessairement bon pour améliorer la vigilance. Il faut l'utiliser ou l'adapter. Puis si on est quelqu'un que quand on prend du café, on ne se sent pas trop bien, mais on se dit, ah, écoute, je vais le prendre, ça va quand même m'aider, je suis fatigué en fin de corps, je commence ma nuit, etc. Bien, pas nécessairement. Écoutez votre corps, puis sachez que probablement vous êtes dans le groupe de patients chez qui la caféine peut nuire à la performance si vous vous sentez vraiment pas bien quand vous en prenez. Je pense aussi que c'est quelque chose qu'on peut figurer basé juste sur des expériences personnelles aussi, encore pas nécessaire, où il n'y a pas nécessairement lieu de faire des tests génétiques dispendieux pour comprendre notre génétique derrière ça. C'est plus d'amener à réfléchir sur vos expériences en utilisant la caféine pour voir si réellement ça vous aide ou non. Je pense que les gens avec un peu plus d'expérience dans la salle, on a fait ces expériences-là sur nous-mêmes, puis on a déjà un peu filtré si on utilise la caféine ou non. Je pense que pour les gens qui sont plus tôt dans leur carrière ou qui sont apprenants, qui commencent peut-être à faire plus de shift work ou des nuits, gardez ça en tête. Parce que des fois, dans certaines équipes sportives, je voyais des cultures où est-ce que on prenait certains produits, on prenait de la caféine, puis tout le monde le prend, pensant que, écoute, les bons le font, donc c'est important de le faire aussi. Mais gardez encore une fois en tête le message que je répète depuis le début, que l'effet sur la performance est variable. Et donc, si vous l'essayez, prenez des notes. Puis si ça ne vous fait pas, peut-être que ça ne vous aide pas en fait, puis c'est pas une bonne idée de continuer à l'utiliser. Si l'effet sur la performance, j'espère vous avoir convaincu que c'est variable, donc pas tout le monde va en bénéficier. Par contre, l'effet sur le sommeil, ça va nuire pour tout le monde à des certaines doses. Fait qu'on va regarder de voir comment ça peut être le cas. Ici, une étude intéressante qui regardait pour dire que peu importe votre make-up génétique, pour les gens qui consomment au-delà de 300 mg de caféine par jour, il va avoir un impact sur le sommeil. Puis ces impacts-là, ça peut être tricky parce que c'est pas toujours juste ça a pris 1 heure m'endormir, j'ai dormi 5 heures au lieu de 8. C'est clairement, la caféine ne me fait pas. Non. Des fois, on pense qu'on dort bien, mais l'architecture ou la qualité de notre sommeil est quand même impactée. Puis moi, je tombe définitivement dans ce bateau-là. Avant, je buvais du café à toute heure de la journée à des doses assez importantes, puis je pensais que je dormais bien parce que subjectivement, je me sentais bien. Mais c'est de réaliser que passer certaines doses, il y a probablement quand même un effet sur la qualité et l'architecture de notre sommeil, peu importe nos sensations subjectives. J'ai mis le code QR ici d'une étude différente.
qui regarde plusieurs choses entre autres, mais je veux souligner ici un graphique qui démontre justement ces impacts-là. Fait qu'il y a un impact de la consommation de caféine, puis ici on voit dans l'axe des Y les milligrammes, puis on voit sur l'axe des X le nombre d'heures que la caféine est consommée avant de tomber endormi. Fait qu'effectivement, le plus de caféine qu'on consomme, le plus proche qu'on est de l'heure qu'on va s'endormir, plus grand sera l'effet sur le total sleep time et l'efficacité du sommeil. Mais c'est aussi de souligner que la caféine va impacter le sleep efficiency, peu importe qu'on le ressente ou non. Fait qu'il y a une dose au-delà duquel que notre efficacité du sommeil va être impactée, puis c'est pas nécessairement des choses qu'on peut bien tracker ou être au conscient si on ne le mesure pas. Cette étude-ci arrive à 2 conclusions. Je pense ici que c'est des règles du pouce et pas des conclusions pour tout le monde. Mais ce qu'ils disent, c'est que pour tout le monde qui consomme 400 mg à l'intérieur de 12 heures du moment où est-ce qu'ils vont se dormir, le sommeil va être impacté. Puis ça, c'est en lien avec l'étude précédente où est-ce qu'on a dit, hey, au-delà de 300 mg de caféine par jour, tout le monde va avoir un impact sur la qualité de leur sommeil. Fait que ça, je pense que c'est la première chose à garder en tête. Puis la deuxième chose, c'est qu'on a vu dans cette étude-ci que 100 mg de caféine consommée jusqu'à 4 heures avant le sommeil avait peu d'impact sur le sommeil. Encore une fois, il faut vraiment individualiser ces recommandations-là parce que plusieurs gens seront en désaccord avec ça pour certaines personnes ou est-ce que toute quantité de caféine va avoir un effet détrimental sur le sommeil. Mais encore une fois, juste des règles du pouce pour nous guider. Doc Massé. Oui, ça représente combien là, en termes de café, ça, 400 mg versus 100 mg? Docteur Massé, great minds think alike. Fait que effet sur le sommeil pour vous donner un barème de caféine, parce que c'est pas toujours évident qu'est-ce qui est quoi. Tu sais, un Pepsi Diète, on parle de 35 mg de caféine qui est compris dans un Pepsi Diète. Café filtre, extrêmement variable selon les sources et ça dépend de toutes sortes de choses. Mais regardez le petit café filtre Starbucks, 260 mg. Pas beaucoup de café, ça. 2 cafés filtres Starbucks, là, on est au-delà du 400-300 mg pour lequel on voit un impact sur le sommeil pour tout le monde. Puis l'expresso, je le mets ici parce que ça, à la lumière de ça, je trouvais ça intéressant. Je pensais que c'était un café qui était plus fort à la base, mais maintenant, c'est quelque chose que je bois plus parce que la quantité de caféine dedans est beaucoup plus faible par rapport au café filtre aussi. Fait que ça peut être une alternative pour diminuer la quantité de caféine. Doc Dubé? Est-ce qu'il y a une notion du contexte de l'utilisation de la caféine ou c'est purement physiologique? Parce que pour moi, si je suis chez nous un vendredi soir et je prends un café à 7 heures le soir, il n'y a aucune façon que je vais être couché avant 2-3 heures du matin. Mais si je suis au travail avec mon café, que je continue de siroter mon 22 onces de café pendant la soirée, puis je le finis à 9 heures le soir. J'arrive chez nous à 11 heures, puis je tombe endormi. Puis pour moi, je ne vois pas d'échange, mais le contexte, pour moi, va avoir une grosse différence de l'effet de la caféine ou ma capacité ou l'impact de la caféine après l'avoir pris. Je pense pas que l'environnement varie l'effet de la caféine sur ce que tu décris. Par contre, le sommeil, c'est très comportemental. Fait que je pense qu'il y a probablement d'autres routines que tu as associées après ton travail pour faire ton wind down, puis te préparer au lit, puis te préparer à t'endormir, qui font en sorte que tu peux tomber endormi plus facilement. Mais je pense que les effets néfastes de caféine, fait que même si tu me dis, ah, mais moi j'arrive à boire 2 cafés Starbucks Fill durant mon corps, puis je dors bien, je dirais absolument, mais je pense qu'il y a quand même un impact probablement néfaste sur l'architecture du sommeil avec ces doses de caféine-là, peu importe nos sensations subjectives. Mais très bon point. Fait que caféine et performance, ce que je veux que vous reteniez. Oui, vas-y Ben. C'est drôle, justement, je regardais quelque chose l'autre jour, que c'était une étude qui démontrait que n'importe quelle consommation de café après 2 heures de l'après-midi, même si c'est un petit montant, va avoir un impact sur ton sommeil. Fait que je ne sais pas si c'est ça que tu as présenté, là, mais c'était vraiment similaire à ce que tu dis. Puis moi, je peux te le dire. En fin de semaine, j'étais dehors, j'ai bu un café, je pense qu'il était entre 2 heures et 4 heures, puis il était 2h45 du matin, puis je ne dormais pas. Fait que c'est ça. Fait qu'un peu comme Francis dit, je sais pas si l'environnement, quelque chose, je trouve que c'est toujours plus facile quand même après le travail, si tu as bu un café, de t'endormir. Je sais pas si c'est le crash adrénergique que tu as, t'arrives à la maison, puis il y a comme un gros let go, mais ouais. Fait que ça serait intéressant je sais pas si ça serait intéressant de voir, c'est un petit peu difficile à reproduire comme étude, mais c'est intéressant. C'est cool parce que juste dans nos discussions, on se rend compte que dans nos expériences personnelles, on a tellement d'expériences qui varient selon le contexte de l'utilisation. Je pense à rejoindre la méta-analyse au début de la section sur la caféine qui dit on a besoin de plus d'études, je pense, appliquées aux docs d'urgence ou bien aux professionnels d'urgence ou de shift workers at large pour voir ou mieux comprendre un peu c'est quoi les bénéfices puis les risques de notre expérience. Parce que probablement qu'il y a quelque chose de différent comme que vous décrivez avec l'ensemble de qu'est-ce qu'on vit sur le sommeil.
Mais par contre, je reviens au point avec Francis que je pense que c'est ce que tu illustres aussi, Ben, c'est que vient un temps où une dose de caféine, que ça va être détrimental pour le sommeil de tout le monde. Puis de connaître ça, je reviens à la règle du pouce ici, qui est de dire 100 mg consommés jusqu'à 4 heures avant le sommeil, probablement qu'il y a un effet moins grand. Encore une fois, c'est pas bon pour tout le monde, mais si c'est quelque chose que vous ne sentez pas qui vous affecte trop, probablement que l'effet inconscient sur le sommeil est moins grand. Puis ça nous permettrait, quand on regarde ici les barèmes de caféine, de dire, bon, peut-être que je suis capable de boire un expresso en début de corps, E2, E3, puis j'arrête, je ne le sirote pas tout mon corps. Comme ça, les dernières 4 heures, je m'assure de ne plus avoir de caféine dans mon système. Puis je suis en dessous du 100 mg. OK, peut-être que je suis en train de mitiger l'effet sur mon sommeil. Maintenant, voyons voir comment je me sens avec ces changements-là. Ah oui, ça marche bien, je me sens bien. OK, parfait, ça fait plus de sens. Ça va être mon utilisation pour moi. Ce qui amène la tactique numéro 2 ici, non seulement de reconnaître que la caféine, c'est pas bon pour tout le monde, fait qu'écoutez votre corps si vous vous connaissez puis que ça vous fait pas, pensez pas qu'il faut l'utiliser puis que ça vous aide, mais après ça, jouez pour individualiser votre consommation, pour voir qu'est-ce qui marche pas, à quelle heure, à quelle quantité est-ce qu'on a consommé de la caféine puis qu'on se retrouve à 2 heures du matin encore éveillé, mais au contraire aussi, être informé ou conscient que si on boit au-delà de 300 ou 400 mg de caféine, qui n'est pas tant que ça, même si on sent bien probablement qu'il y a un impact néfaste sur la récupération et le sommeil, qui est tellement critique dans notre profession. Il est 8h46. On peut soit fermer peut-être avec juste des questions ou discussions pour laisser le temps à cela. Sinon, on peut essayer d'entamer un des 2 sujets qui nous restent, overlearning ou scam cognitif, assez rapidement, parce que je ne pense pas qu'on aura le temps de passer en détail dessus, mais je peux essayer de parler à double speed pour qu'on puisse essayer de couvrir un sujet de plus, selon préférence du groupe. Vas-y avec overlearning, s'il te plaît. OK, parfait. Puis, Francis, je promets qu'on finit ça à l'heure, pas plus tard, pour ne pas empiétiner sur la réunion qui suit. Overlearning. Fait que, on a parlé dans le Cognitive Load Theory qu'on avait une mémoire de travail qui était limitée. Ça, c'est une mémoire qui est consciente. C'est-à-dire, on essaie de se rappeler des choses, on peut se rappeler de 5 à 7 éléments. Ah oui, j'essaie de me rappeler de ça. C'est conscient, puis c'est limité. Par contre, on a aussi une mémoire implicite. Puis elle est inconsciente et souvent associée à l'exécution de gestes procéduraux ou de gestes moteurs. Fait que j'ai premièrement entendu parler de ça dans un livre de performance sous pression d'un doc qui travaille en Europe, qui faisait du transport aérien. Puis il citait cette étude-ci dans son paragraphe de livre. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que pour moi, la mémoire, ça a toujours été une ressource limitée. J'attire votre attention au bas ici du graphique où est-ce qu'on voit que la mémoire explicite, le working memory, suit une courbe en U inversée. Un peu analogue à la courbe de Yerkes-Dodson où est-ce que quand le niveau de stress devient trop haut, bien, nos capacités diminuent. Avec raison parce qu'une partie de notre mental est occupée à gérer le stress, les émotions, etc. Ça faisait du sens pour moi. Ce qui a vraiment été mind-blowing, c'est de voir que la mémoire implicite, au contraire, regardez, il n'y a pas de courbe en U. En fait, plus que la pression augmente, ce qu'on a réussi à intégrer dans notre mémoire implicite, inconsciente au niveau procédural, la performance ne fait qu'augmenter. Fait que ça, c'est assez important pour nous en réanimation parce que si on est capable de overlearner ou amener des choses dans notre mémoire implicite, ça veut dire que la performance va ne faire qu'augmenter sans utiliser de charge cognitive de notre mémoire explicite, notre mémoire de travail, dans les situations où est-ce que c'est une ressource limitée et valable. Donc, c'est quoi le overlearning? Le overlearning, ça réfère à pratiquer une habileté motrice au-delà de l'atteinte d'une performance où est-ce qu'on ne cesse de s'améliorer. C'est-à-dire passer le plateau de performance où est-ce qu'on dit « Ah, OK, là, je suis pas mal bon dans ma performance », mais si on continue à pratiquer au-delà de cela, c'est à ce moment-là qu'on va arriver à un overlearning où est-ce que le geste moteur ou la procédure va être intégré dans notre mémoire implicite. Souvent en médecine, à notre détriment, on parle de, excusez-moi, see one, do one, teach one. Et même dans les formations pédagogiques qui vont un peu plus en profondeur dans l'enseignement de gestes moteurs, on utilise des modèles, comme le modèle par compétence, où est-ce qu'on dit, hey, une fois que tu es capable de faire le geste, puis de me le démontrer 2, 3, 4 fois, puis tu es capable de le faire de manière autonome, bien, tu es compétent pour être capable de faire ce geste-là. Mais ici, il faut vraiment aller au-delà de la compétence. Parce que quand on continue à pratiquer au-delà de la compétence, même une fois qu'on est arrivé où est-ce que la courbe s'aplatit puis qu'il n'y a plus de gain en performance de répéter un même geste moteur, en continuant à pratiquer à ce niveau-là, c'est là qu'on va arriver à l'intégrer à notre mémoire implicite. J'aime beaucoup les exemples sportifs, et je vais vous donner un exemple du sport. Saison excitante pour Alexander Ovechkin qui se rapproche de l'objectif ou du nombre de buts faits par Wayne Gretzky, record qui n'a pas été battu depuis longtemps. Mais pensez à Alex Ovechkin quand il fait un fameux tir sur réception. No way qui est en train de penser à « Ah oui, c'est vrai, il faut que mon bâton soit comme ça dans les airs, il faut que je le craigne comme ça, il faut que mes patins soient placés ».
Tout est intégré au niveau de sa mémoire implicite. Le geste de tir sur réception est overlearned. Puis toutes ces réserves cognitives sont plutôt occupées à se demander, bon, les joueurs sont où sur la glace, est-ce qu'il faut que je fasse un repli défensif, le gardien y est placé où, etc., etc. Bon, vous m'excuserez là, si les exemples font pas de sens, là, de commencer, je joue pas au hockey, mais je m'imagine que c'est à ça qu'ils pensent et non pas à comment exécuter le geste moteur parce que c'est overlearned dans sa mémoire implicite. Ramenons ça à la médecine maintenant. Quand j'étais résident, j'étais tombé sur cette étude-ci où est-ce qu'on voit la courbe, où est-ce que plateau, le nombre de laryngoscopies directes qu'on doit faire pour avoir un plateau au niveau de notre performance. Puis on voit que ça se situe entre 70 et 80. Puis à ce moment-là, je me suis dit, hey, si durant ma résidence, je peux arriver à faire 75 laryngoscopies directes, ça veut dire que je vais avoir atteint la compétence ou est-ce que je ne pourrais plus continuer à m'améliorer au niveau de ma performance une fois que je gradue. Puis je pensais que ça serait suffisant pour me sentir à l'aise pour faire le airway une fois que j'étais staff. Par contre, ici, ce que je n'ai pas réalisé, c'est que le geste à ce niveau-là, il n'est pas overlearned. Il est maîtrisé où est-ce que la performance cesse de s'améliorer, mais c'est important de overlearner ces gestes-là parce que si jamais on est seul à faire une intubation, mais qu'on doit aussi mener la réanimation, si on a seulement arrivé à un plateau de performance, ça va quand même occuper beaucoup de charge mentale, d'être capable de penser à comment faire l'intubation, comment adapter le scénario, comment garder une tête sur la réanimation, puis qu'est-ce qui se passe un peu aux alentours, puis on ne sera peut-être pas capable de le faire, ou du moins de le faire moins optimalement, que si au moins le geste de l'intubation n'est pas maîtrisé, mais overlearned. Qu'est-ce qui complique la situation? Bien, on n'a pas juste l'intubation à overlearner. C'est-à-dire, on a l'intubation directe, on a l'intubation vidéo, on a le silent intubation pour les soiled ou les contaminated airway. Puis ici, à ce sujet-là, j'ai mis ici la technique décrite sur Life in the Fast Lane sur comment faire une silent intubation. Puis on voit ici que c'est quelque chose de différent aussi à overlearner. Puis moi, personnellement, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille encore. Parce que je sais faire le silent intubation, je l'ai pratiqué en simulation, c'est définitivement pas overlearned. Puis je sais que pour moi, quand que je pense à comment le faire, ça utilise encore des charges cognitives. C'est pas un deuxième réflexe, c'est pas quelque chose qui est internalisé. Il faut que je me rappelle, ah oui, le Yankhauer, le Decanto, il passe par ici, je le parque à gauche, etc., etc. Fait que c'est une opportunité pour moi d'améliorer à ce niveau-là, parce que si j'ai une silent intubation à faire, je sais que je vais avoir à dédier plus de charges cognitives pour être capable de faire le geste. Bon, la difficulté, c'est qu'on a des études comme celle que je vous ai présentée pour voir le plateau en performance, il est où au niveau de la laryngoscopie directe, mais on n'a pas d'études pour dire, ben écoute, ça prend quoi pour être capable de overlearner une laryngoscopie directe? Puis je pense que c'est difficile à faire comme étude aussi parce qu'il y a trop de variables. Ça va dépendre de l'individu. Ça va dépendre du cross-training, par exemple. C'est-à-dire, si c'est un doc d'expérience d'urgence qui veut overlearner le silent intubation, mais qui a déjà overlearné la laryngoscopie directe, évidemment, le temps de formation va être beaucoup plus petit. Par contre, si on part de pas grand-chose, puis on est résident junior, puis on est en train d'apprendre les deux procédures, bien là, le silent intubation va prendre plus de temps à overlearner, comme qu'il faut aussi maîtriser la laryngoscopie directe. Ça l'amène aussi une question sur c'est quoi la fréquence de performance qu'on doit le faire, puis de pratique qu'on doit faire aussi à l'extérieur de l'urgence pour être capable de overlearner ces gestes-là, etc. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de variables, puis ça rend ça difficile de donner des recommandations claires, mais voici ce que je veux que vous reteniez de cette section de la présentation. Après, aujourd'hui, j'aimerais que vous ciblez 1, 2, peut-être 3 procédures de réanimation que vous voulez overlearner. C'est-à-dire que vous savez qu'on est capable de le performer, mais que quand on le performe, ça prend quand même une bonne charge cognitive, puis on veut que ça devienne plus implicite, comme le tir sur la réception de Alex Ovechkin. Une fois que vous avez identifié ces procédures-là, pratiquez jusqu'à ce que you can't get it wrong. C'est la meilleure manière que je peux le décrire. Je sais que ça reste vague, mais on dit souvent pratique jusqu'à ce que tu es capable de faire quelque chose, get it right, mais visez plutôt une pratique jusqu'à ce que you can't get it wrong. Un exemple concret que je peux vous donner, c'est les points de suture. Je pense que pour la majorité parmi nous qui pratiquons présentement à l'urgence comme staff, c'est penser aux points de suture, comment on peut les faire à la green zone. On peut se faire interrompre, demander une question sur un patient à côté ou bien un patient s'il peut venir à la green zone. Puis souvent, on est capable de le faire facilement, passer de un à l'autre, répondre à la question, continuer les points de suture. Aussi, si jamais on n'a pas tout le bon matériel, il n'y a pas les bonnes pinces, on peut facilement s'adapter parce qu'on sait c'est quoi l'objectif et on est capable d'y arriver même quand on n'a pas tout l'équipement optimal. Parce que tout est un peu effortless et dans notre mémoire implicite, on a la capacité à adapter la situation pour être capable d'arriver à notre objectif. C'est la meilleure manière que je peux décrire c'est quoi le overlearning parce que je pense qu'on l'a tous et toutes pour les points de suture, mais essayer de reproduire ou d'avoir la même sensation que ces points de suture-là pour les différents gestes de réanimation aussi. Puis c'est un objectif très difficile à atteindre. C'est l'objectif d'une vie, mais je pense que c'est quand même pas le standard, mais un peu l'objectif vers lequel on devrait tous striver pour la continuité de notre pratique puis notre formation continue. J'en profite ici pour glisser un mot sur la simulation. Je vais maintenant mon chapeau de simulation. L'opportunité parfaite de pratiquer. Parce que souvent, ces Halo procedures, là, on n'a pas l'opportunité de les overlearner juste dans un contexte clinique. Il faut les pratiquer à l'extérieur de l'hôpital aussi.
Puis la beauté de la simulation aussi, c'est quand on parle de overlearning, non seulement on peut pratiquer à faire le geste et être capable de le faire, mais une fois que ça devient facile, bien, comment est-ce qu'on overlearn? Bien, on change, on rajoute des bruits, on rajoute des choses qui vont nous stimuler, qui vont nous distraire pour être capable de continuer à faire le geste et que ça devienne implicite malgré les stimuli externes qui peuvent nous déranger. Puis pour ça, on a parlé de bruit, on a parlé de lumière, on a parlé de, on peut faire des push-ups, des jumping jacks avant pour amener notre fréquence cardiaque haute, puis après ça, se concentrer à la rebaisser puis faire le geste. Vraiment n'importe quoi pour sortir de votre concentration puis être capable ensuite de la ramener au geste moteur pour pratiquer ce fameux overlearning. Je nous ramène ici. On a parlé de certaines choses, overlearning, caféine, breathing, cognitive reframing en début. Mais vraiment, votre ITSO Matrix, commencez à le peupler si c'est un modèle qui résonne avec vous. Puis, on a parlé beaucoup de choses au niveau de l'individu, mais vraiment, tout ce qui est au niveau de l'équipe et de la structure, c'est tout aussi important. S'il y a une chose que je veux, en terminant aujourd'hui, que vous retenez, c'est j'espère qu'à la lumière de la présentation d'aujourd'hui, vous pourriez choisir une ou deux tactiques et stratégies qu'on a parlé pour commencer à les pratiquer, puis les mettre en application. Puis si jamais vous faites ça, je serais très curieux d'entendre comment que ça se passe, mais aussi d'entendre d'autres trucs et stratégies qu'on n'a pas parlé aujourd'hui que vous avez. Parce que dans mon expérience, quand on parle de ces sujets-là de performance sous pression, il y a tellement de choses qui ressortent à travers de la discussion qui sont souvent riches avec notre expérience collective. Puis c'est vraiment là qu'on utilise ou bien qu'on peut apprendre des trucs de d'autres personnes pour être capable de nous optimiser notre performance. Et sur ce, je vous remercie pour votre temps. Il nous reste 4 minutes pour des questions si vous en avez avant de passer à la réunion de département. Steve, c'est Marie-Pierre. Est-ce que vous avez pensé au semblable de faire des labos comme pour nous, pour les urgentologues, mettons juste pour les techniques spécifiques, par exemple les chest tubes, comme faire une journée où est-ce qu'on pourrait aller pratiquer chest tube, trachéo, toutes les choses qu'on fait un petit peu moins souvent? Ça serait vraiment cool. Il faudrait voir si l'intérêt y est, parce que Doc Prudhomme avait fait ça il y a quelques années, puis il y avait juste eu 2 séances, puis le programme a arrêté à cause qu'il y avait trop peu d'intérêt, trop peu d'inscriptions. Mais les gestes moteurs faisaient partie du curriculum de Doc Prudhomme à ce moment-là. Absolument, la possibilité est là. Juste à cause de la charge de travail que ça nécessite, il faudrait avoir un intérêt confirmé avant de rouvrir le programme. Oui, tu as raison, je comprends. OK. Ben, en tout cas, peut-être à garder en tête. Mais merci pour une super présentation. Merci. Merci, Marc-Pierre. De commencer? Oui, merci Steve, c'est super. C'est un petit peu plus que ce que j'avais vu les dernières fois dans ces présentations-là. Fait que c'est super intéressant. Juste pour répondre à Marie-Pierre, je crois que un programme là, de développement professionnel ne doit pas venir du laboratoire de simulation, mais doit venir du département comme tel. Et c'est le département qu'il faut qu'il fasse les demandes au laboratoire de simulation. Donc, j'emboîte le pas un peu sur ce que Steve a dit. Ça va prendre de la disponibilité des staffs de l'urgence, puis il faudrait que quelqu'un organise ça pour que nous autres, on soit capable de réserver le lab et vous aider à monter ce programme-là. Excellent. Merci beaucoup, Yannick. Mais de Carpentier, on est aussi disponible pour assister, puis il y a toutes sortes de professionnels aussi qui peuvent aider à monter le programme aussi. Là. Fait qu'on peut travailler de pair pour ça si l'intérêt y est. Merci. We'll see you on the other side. OK, sounds good. Merci tout le monde. Merci pour la participation ce matin aussi. C'était super apprécié. Fait qu'on se revoit bientôt à la réunion de département. Bonne journée. Merci, Steve. Excellent.